Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Pour commencer cet échange, je vais inviter sur scène un poète, Vincent Avanzi, qui va vous proposer un petit intermède en musique et en poésie. Merci Vincent, je te laisse la parole. Merci Anne-Sophie. Bonjour à tous, bienvenue. Enchanté, Vincent Avanzi, je suis un Chief Poetic Officer. Je me suis donné comme mission de vie de réenchanter le monde avec la poésie. Et ce qui suit est une symphonie poétique intitulée « Paradis sur Terre ». Prenons soin, l'horizon d'un monde plus harmonieux, au loin. Prenons soin, nos missions initiales, être ou faire, du bien. Prenons soin, apprenons sobrement à faire mieux ou moins. Prenons soin, un seul arbre, 8 milliards de nos lianes en lien. Prenons soin, tout vivant vaut la peine de bien vivre. Point. Prenons soin, un appel dans le ciel, cher humain, tu viens. Prenons soin, le baptême de nos êtres, si l'amour se joint. Prenons soin, l'avenir grandiose, tous ensemble, ou rien. Mûrir ou mourir, telle est la question de bon sens de notre avenir pour le coécrire, et que l'humanité demeure une chance, et pas juste un lointain souvenir. Paradis sur terre, harmonie superbe, harmonie superbe. Le meilleur moment pour planter un arbre de vie était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant, dit un proverbe chinois. Bizarrement, il y a 20 ans, je rêvais de transformer la Terre en un vaste jardin d'Éden. Aujourd'hui, je rêve juste que chaque être humain trouve son propre paradis terrestre sur son chemin d'éveil. Et demain, dans 20 ans, j'ose à peine encore espérer que la Terre soit simplement encore habitable pour mes pères face aux grands chagrins de nos plaines. Mais quand j'y pense, ce n'est pas le sens de l'évolution humaine, ou plutôt de l'élévation humaine. Celle des instincts, celle des êtres d'instinct naturel de survie, à des êtres de conscience planétaire épanouis en harmonie. Voilà notre essence humaine. Et la renaissance d'une reine, l'humanité si belle, quand, unie vers elle, elle déploie ses ailes de lumière. Donc je m'interpelle et ose mettre mon petit grain de ciel, telle une prière éternelle entre Dieu le Père et Terre-Mère, afin que nous cohabitions demain sans haine avec toutes les espèces du système solaire. Un poing en l'air et une main sur le cœur en guise de « je t'aime » pour rassembler les quelques loups solitaires en un grand tout solidaire, en cœur, dans un monde de merveilles. Paradis sur terre, harmonie superbe. Cette poésie, je la dédie à l'arc-en-ciel que colorie la grâce de chaque être humain, car l'avenir réside dans l'harmonie d'une partition à 16 milliards de mains. Au siècle dernier, en contemplant la lune, on disait « un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». Au XXIe siècle, en contemplant la Terre, on dira « un petit pas de côté, un grand pas pour notre humanité éclairée et une révolution poétique pour magnifier notre sublime constellation étoilée. » Parce que, qu'allons-nous léguer à nos enfants? Enfin non, justement pas à nos enfants, mais en eux, en guise de présent. Le merveilleux dans les cieux pour illuminer leurs yeux avec ce vœu de voir éclore le monde en beaucoup mieux. Car il n'y a pas de murs, il n'y a que des ponts. Tout comme il n'y a pas de tueurs, il n'y a que des bombes. Aussi vrai qu'il n'y a pas de durs, il n'y a que des bons. Gardons confiance dans l'horizon, le temps de l'avenir sera long. Paradis sur terre, harmonie superbe, H-A-R-M-O-N-I-E. C'est l'amour, c'est l'humain en amour qui rêve d'un monde en osmose avec le nous, dans l'invisible des étoiles, harmonie. Et si nous sommes aujourd'hui au purgatoire, entre l'enfer et le paradis, entre l'apocalypse du capitalisme et le biomimétisme de l'humanisme, c'est peut-être parce que l'on n'est pas humain, mais on le devient pour réaliser notre destin commun. Alors devenons humains et dédions notre vie à une noble cause pour voir apparaître le chemin vers notre apothéose. Mais la vérité est que nous sommes tous perdus et que le temps n'existe plus. Nous naviguons à ciel ouvert dans l'inconnu vers un futur a priori sans issue, à ce carrefour suspendu au cœur de nos vertus. C'est vrai, moi,
plus je suis intelligent, et moins je me sens humain. Et plus j'ai des sentiments, et plus j'aime juste faire le bien, et faire le lien entre nos deux mains pour coécrire le parchemin du bien commun. Et nous, plus on comprend et on contemple l'univers, plus on développe une conscience planétaire, et plus on construira ensemble sur la Terre un paradis réel dans l'harmonie de nos vers. Pourquoi ? Parce que nous sommes la Terre, pas des humains hors sol sans empreinte carbone en quête d'exoplanètes avec un bouton reset en attendant que le futur nous pardonne. Non, nous sommes terrestres, nous sommes la Terre, nous sommes ce rêve, nous sommes sa chair, nous sommes son air, nous sommes ses ailes, faisons la paire, il n'y a plus qu'à faire. L'amour et pas la guerre. Paradis sur terre, harmonie superbe, harmonie superbe. L'élévation en guise de révolution. Nous sommes la régénération ou la génération de la réconciliation. Alors quelle sera notre ultime contribution entre décarbonation, reforestation et nouvelle consommation dans la remise en question de notre modèle de civilisation? Un cancer humain, la Terre en phase terminale? Battons-nous pour ce qui est vital et non pas ce qui est viral dans ce shift radical, en vue d'une planète plus habitable, un mode de vie durable et un avenir désirable. En ajoutant à la devise liberté, égalité, fraternité, le paradigme sobriété, humanité et biodiversité au nom d'une société de la prospérité équilibrée. Mais si 2050 au final n'était pas pire qu'aujourd'hui. Et si d'ici 2050, dans ce chemin régénératif empli d'espoir, des miracles apparaissaient? Des innovations, des énergies, des adaptations, des synergies, une humanité qui élargit sa sagesse d'esprit. Et si, malgré les turbulences, les chiffres annoncés, les quelques conforts auxquels renoncer, nous atterrissions dans un monde meilleur que celui initié. Ce vœu puisse notre humanité l'exaucer et se transcender pour y accéder. Paradis sur terre, harmonie superbe, harmonie superbe. Mais ce qui me hante actuellement, c'est l'état du monde futur que l'on arpente. Donc je chante cette prière pour 2040. Que la Terre nous enchante d'une biosphère abondante. Que l'humanité soit vivante d'une vie d'amour bienveillante. L'humaine comédie après Dante, harmonieuse étoile brillante. Fin de la descente de la mort lente, remontons la pente, telle une plante. La vie au-delà des profits, une destination en harmonie, écrire nos parts de colibri, marcher rêve vers l'utopie. Oui, on ira tous au paradis, ou plutôt, nous avons tous un paradis en nous. Donc à nous de le trouver, de le construire, en nous, connectant à la vie avec un grand V au grand tout. Paradis sur terre ou terre de paradis. Si la terre regorge de paradis, alors oui, demain sera un paradis. Et la terre, cette planète bleue, couleur de l'harmonie, deviendra notre arche de Noé, ou plutôt l'arche de nos rêves. Cap sur le carpe diem sur le navire de l'essentiel. Et si on fait des services militaires pour faire la guerre, faisons des retraites spirituelles pour faire la paix. Se changer soi pour changer le monde, m'a dit un jour une blanche colombe. Paradis sur terre, harmonie superbe, harmonie superbe. Vous voulez un secret? Le futur secret comme un être secret. Alors accouchons d'un présent comme nous accouchons d'un enfant. Et si notre humanité est aussi vulnérable qu'un nouveau-né, puisse chaque être humain pour la terre devenir un jardinier et pour l'avenir un ouvrier, porteur du vivant comme d'un être sacré. Oui, élevons-nous, nous, pas la température, mais nous, de l'amour à l'âme mûre pour un futur en harmonie avec la nature. Et écrivons chacun et chacune une lettre au futur, intitulée « Lettre au futur », L''ETRE, dans l'arbre des possibles avec nos plumes. Parce qu'on a tous au loin le désir de la mer. Oui, le désir de la mer, devenir de bons pères, sœurs, frères, juste des êtres de lumière. Alors en guise de promesse, aujourd'hui je m'engage. Je m'engage pour le futur de ma fille et tous les enfants de la Terre, à contribuer à co-créer un monde plus durable, aimant et harmonieux, afin que notre humanité puisse vivre et évoluer pour l'éternité comme dans un rêve éveillé sous un ciel étoilé et enchanté. Alors à ce soir, ma chérie, joyeux anniversaire. Chante une berceuse, ton âme si précieuse, amoureuse, majestueuse, la vie aime, merveilleuse. Ne t'endors pas, éveille-toi, dessine tes pas sous les étoiles, qui sonne le la de ta belle voix. À chaque départ, remets les voiles pour croire en toi, tes choix et tes joies. Amen. Paradis sur terre, harmonie superbe, harmonie superbe. Alors oui, pour finir, à vous tous, guerriers de lumière,
belles âmes de l'univers, rêvons encore de paradis écologiques à l'encontre des maladies économiques et de l'inertie systémique. 8 milliards d'humains dans une même équipe, iconique, notre génération sera poétique et le combat contre l'urgence climatique sera épique. Ainsi, après le jour du dépassement, appelons de nos vœux la décennie du réenchantement, tel un engagement sur la piste de danse de notre interdépendance pour célébrer l'amour du vivant en plein émerveillement, en harmonie avec tous les éléments en reliance. Et soyons prudents, mais soyons aussi étincelants, pour que de multiples néants naissent un océan géant en guise de renaissance. Autant en emporte le vent et surtout le vivant, dans nos cœurs à présent, apaisés, pendant qu'il en est encore temps. Donc très chers humains matures, quand je dis notre futur, je voudrais voir tout le monde crier grandeur nature. Notre futur, notre futur, notre futur. Merci infiniment à vous, à Nayar pour la musique, Nathalie pour la fresque, et longue vie à nous tous dans cette exceptionnelle planète. La poésie sauvera le monde et nous sommes tous ces extraordinaires poètes embarqués dans une odyssée humaine. Merci beaucoup. Merci Vincent. Comment ne pas avoir une petite pensée, même une grande pensée pour Christian Bobin. Je ne sais pas si vous avez vu, on a appris son décès ce matin. Immense poète également. Et voilà, je pense qu'on peut poser une intention de lui rendre aussi un peu hommage à travers cette table ronde. En tout cas, je m'appelle Anne-Sophie Novelle, je suis journaliste indépendante, autrice. Et je suis ravie d'être avec vous cet après-midi pour animer cet échange. Nous allons aborder ce sujet si fondamental qu'est le soin aux vivants. S'il y a bien un sujet que la pandémie de Covid-19 a mis au cœur de nos vies ces 2 dernières années, c'est bien celui de la fragilité de la vie. De nos vies d'humains et d'humaines, certes, du rôle des soignants, mais aussi de nos interdépendances, et ça a été dit, avec le monde sauvage, avec le vivant que l'on dit être non humain, dont, il faut le dire, nous nous préoccupons, hélas, pas assez. Si la pandémie nous a fait découvrir la notion de zoonose, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film de Marie-Monique Robin, La fabrique des pandémies, mais c'est au cœur de son enquête, une bonne partie du monde vivant s'éteint en silence en raison de nos modes de vie. La vie des zones humides, par l'artificialisation des sols, la vie des insectes et des oiseaux en raison des pesticides, la vie marine sous l'effet des pollutions plastiques et des modes de pêche. Comment cohabiter autrement et envisager des manières d'habiter le monde plus respectueuses du vivant? Alors que nous venons de franchir le cap des 8 milliards d'humains sur Terre, alors que les modes de vie des plus riches impactent le chemin de vie des plus pauvres, alors que la dernière conférence de l'ONU sur le climat n'a rien amené sur le front de la baisse de l'usage des énergies fossiles, et que l'on traite d'éco-terroristes ou d'éco-fascistes celles et ceux qui cherchent justement à mieux respecter le vivant sur Terre, se posent aujourd'hui de vraies questions sur notre capacité à prendre soin du vivant et de notre humanité. Alors, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, j'aimerais donner la parole à Cynthia Fleury, qui est philosophe, psychanalyste et professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers, également professeure associée à l'École des Mines. Votre dernier livre, Ce qui ne peut être volé, la charte du Verstohlen, avec le designer Antoine Fenoglio, chez Gallimard, est un ouvrage dans lequel vous listez, sans hiérarchie, ce qui peut nous être volé, c'est-à-dire le silence à l'horizon, la santé, le temps long, de même que les méthodes et approches qui permettraient d'éviter que ce vol ait lieu. Alors, au cœur de votre réflexion se pose l'accélération du temps aussi, sachant que c'est justement une donnée précieuse qui ne peut être volée. Alors qu'est-ce que ça signifie à l'heure du capitalocène, alors que beaucoup ont peur que nous manquions de temps pour sauver l'humanité des dérives générées par les modes de vie occidentaux? Merci. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, on a fait cette charte du Verstohlen. Je reviens juste sur la notion de Verstohlen parce qu'elle n'est peut-être pas évidente pour tous. Donc en allemand, ça veut tout simplement dire furtif, furtivement. Et ça faisait un écho, bien évidemment, à un auteur que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Alain Damasio, qui est un auteur de science-fiction et qui a écrit un livre qui s'appelle Les Furtifs, et qui raconte d'une certaine manière
l'émergence d'une nouvelle catégorie d'êtres humains demain pour essayer d'échapper aussi à une hyper-normalisation, à une hyper-surveillance, une espèce de panopticon géant. Et moi, au moment de la pandémie, j'avais parlé de bien-surveillance, avec un mélange au nom du sanitaire, on ira de plus en plus demain vers du monitoring des uns et des autres. Donc l'idée, c'était donc d'activer cette notion de furtivité au sens de liberté, préservation des libertés, et puis en même temps il y a un autre grand enjeu qui est celui de la sobriété, et bien évidemment furtivité ça peut être un synonyme de sobriété puisqu'il s'agit de peser le moins lourdement possible sur les écosystèmes naturels, comment on peut demeurer et être le plus furtif possible. Donc voilà, donc c'était ce double enjeu de sobriété et en même temps de préservation des libertés publiques. Et donc cette charte, en fait, elle a vocation, je dirais, à dire de manière sensible un programme qui peut être pris par les politiques publiques. Parce que c'est fondamentalement ça, c'est-à-dire c'est une autre manière de s'adresser aux politiques publiques par le versant sensible, par le versant de l'expérience et de leur dire mais quand on fait des politiques publiques pour réaménager un territoire, par exemple, en fait, on doit préserver certaines choses. Et ce qu'on doit préserver, c'est ces 10 choses-là. Nécessairement. Et c'est important parce que ces 10 choses-là, elles sont compatibles demain, et elles sont non seulement compatibles, mais elles sont les conditions de possibilité d'une soutenabilité d'un contrat social naturel. Je fais les deux. Moi, je suis un ancien chercheur du muséum. Mais au muséum, j'avais entre guillemets en charge, avec d'autres collègues bien évidemment, la place de la nature comme garant du contrat social. Donc je reste un défenseur de cet humanisme-là, c'est-à-dire voilà, comment on peut bien sûr se reconnecter à la nature et comment on peut préserver ce que d'autres appelleront la justice sociale et la justice environnementale qui sont absolument liées. Et donc bien sûr la question du temps, la question de décélérer, la question simplement du temps propre qui est une des grandes conquêtes de l'État social de droit. Et demain, c'est vrai, et peut-être je m'arrêterai là, mais si on veut défendre une action des citoyens notamment, mais voilà, de chacun d'entre nous dans ce qu'on appelle la démocratie continue, la démocratie délibérative, la démocratie participative, etc., il faut penser la modélisation économique de cette citoyenneté que moi j'appelle capacitaire. Et donc nécessairement, c'est la question du temps. Est-ce que nous avons du temps pour le faire? C'est la question des moyens. Ça veut dire que quand je suis en train de participer à une convention citoyenne, quand je suis en train de produire un texte qui peut-être va être une aide pour amender tel ou tel texte, etc., qui me paye? Voilà, parce que je ne peux pas me mettre en danger. Donc ça veut dire que la superstructure qui est autour de moi doit pouvoir dégager un temps citoyen pour que ce temps, je puisse l'allouer à une capacité de participer aux affaires publiques. Et ça, c'est des enjeux clés aujourd'hui si on veut véritablement transformer l'action institutionnelle, c'est-à-dire que nous avons à inventer des outils institutionnels nouveaux, décentralisés, qui travaillent avec d'autres types d'échelles. Et ça aussi, le Verstollen, c'est quelque chose qui manie des échelles beaucoup plus dans la proximité, dans les territoires. Donc voilà ce que c'est que le Verstollen. Donc à la fois bien sûr la conquête du temps, mais vous verrez la conquête du silence, la conquête de l'horizon, la conquête de ce qu'on appelle la générativité du vulnérable, c'est-à-dire comment la vulnérabilité doit cesser d'être niée et comment au contraire elle doit être utilisée comme un point pour penser une théorie de la conception, etc., etc. Le soin aux morts. C'est un point très important. Je pense qu'on a tous fait l'expérience pendant la pandémie de cette légitimité anthropologique essentielle qui est que une cité se bâtit par l'accompagnement aux vivants, mais par l'accompagnement aux morts. Et donc, c'est très important de préserver ces espaces, cette possibilité. Et ça aussi, ça demande le temps de se recueillir, possible, etc., etc.
Est-ce que vous avez des exemples concrets d'application de cette charte? Oui, alors vous allez voir, c'est très très basique en fait, parce que l'enjeu d'une charte, c'était bien sûr de réveiller, si j'ose dire, l'architecte et le designer qui sommeillent en nous tous, mais d'avoir une charte qui puisse parler encore une fois autant à des administrateurs du territoire, des institutions publiques, mais qu'à un maire de village, qu'à un directeur d'école, qu'à un directeur, un DRH dans une entreprise, etc. etc. Donc c'est la possibilité. Et donc en gros, aujourd'hui, on a lancé un programme scolaire. Voilà, à la demande, à chaque fois, c'est volontaire. C'est des directeurs. Là, c'est un directeur d'école qui voulait absolument que, tiens, qu'est-ce que c'est que le Verstollen pour les enfants? Est-ce que ça peut produire un programme scolaire? Lequel? Comment? On travaille avec une réhabilitation d'hôpital. Qu'est-ce que c'est que le Verstollen à l'hôpital? On travaille un jardin. Je vous donne tous rendez-vous d'ailleurs pour aller voir le jardin du Verstollen à Chaumont-sur-Loire. Vous connaissez peut-être ce lieu magnifique. Et là, on est en train de le dessiner. Et justement, ça sera un jardin qui reprend les 10 points avec Antoine Fenolio, et ça sera donc en mai, puisque là on commence et on va planter vers février. Donc par exemple un jardin, mais ça peut être une politique de DRH, ça peut être un village entier qui va activer différentes échelles, puisqu'on parle justement dans le Verstollen de manier différentes échelles. Ça renvoie notamment aux travaux de Patrick Bouchain, si vous le connaissez, la preuve par 7, et qui à chaque fois travaille sur 7 échelles différentes. Donc là, l'enjeu dans ce village, dans la Creuse, c'est d'activer ces 7 échelles pour montrer comment on fait du Verstollen. Ça va être sur la gare, ça va être sur une friche, il y a des trucs de rewild, enfin voilà. Donc vous voyez, c'est très 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 concret, alors que on a ouvert par la poésie, alors que peut-être quand on lit le texte de la charte, mais on le voulait aussi comme ça, on a peut-être le sentiment de quelque chose d'assez méta, d'assez poétique, alors que non, c'est quelque chose qui s'incarne de manière très forte. Est-ce qu'il y a un endroit où vous documentez justement toutes ces applications de la charte? Oui, alors on a un endroit qui s'appelle la chaire de philosophie à l'hôpital du GHU Paris, psychiatrie et neurosciences. Donc c'est chaire de philo, en gros, voilà. Donc chaire de philosophie où là on a documenté, on a des notes, notamment on a un très beau travail qui est en lien avec ces territoires du soin. C'est une jeune anthropologue, ça fait Sophie Glaise, qui a fait une belle note sur hotspot de la vulnérabilité et de la biodiversité, et je vous invite, elle est dans les publications, voilà, donc on travaille à partir de ça, on a des cours qui sont reliés à ça, et puis on a une thèse, donc je dirais que c'est un jeune doctorant, Pierre Bidon, qui est en train de commencer sa thèse avec des expériences de nature et des territoires qui sont justement on co-dirige avec Emmanuel Ecocha, que vous connaissez sans doute, et puis bien sûr Antoine Fenolio, c'est une thèse CIFRE. Donc vous voyez, on va documenter bien évidemment parce que c'est absolument déterminant, et c'est un des points du Verstollen, dans un esprit très latourien, de dire il faut non seulement enquêter, documenter, ne pas se faire voler la charge de la preuve, il faut démontrer et prouver, mais avec aussi un certain type d'indicateurs que nous construisons, on montre la validité de cela. Donc résultat, les thésards, bien évidemment, sont dans la boucle. Alors, la beauté est aussi au cœur de votre réflexion. Vous estimez que la possibilité d'accéder à la beauté ne doit pas être confisquée. Vous avez parlé de l'accès à l'horizon, du droit au silence, qui sont souvent réservés aux plus riches, dites-vous aussi dans cette charte. Donc, comment est-ce qu'on peut garantir aujourd'hui au plus grand nombre, sans restriction de ressources, cet accès au silence, à la beauté, à la biodiversité, tout en protégeant le milieu? Là, c'est vraiment le mélange, je dirais, des choix entre guillemets institutionnels de type justement politique publique. C'est pour ça que c'est toujours important malgré tout d'inclure l'échelon politique, l'échelon étatique ou l'échelon municipal dans la boucle. Alors ça veut dire, moi je pense aujourd'hui, ça fait longtemps que je pense maintenant que c'est pas nécessairement au début, puisque c'est plutôt aujourd'hui à la fin comme un moment de validation et de montée en généralité. Donc ça c'est le côté monter en généralité, mais en fait aujourd'hui il faut se saisir des droits d'expérimentation, il faut utiliser les tiers-lieux, il faut aller sur des démarches plus pilotes de type hackathon, de type voilà, c'est-à-dire que de type Fab Lab, que sais-je, tous ces lieux qui nous permettent
d'expérimenter in situ assez rapidement, de façon un peu frugale, quelque chose qui peut fonctionner. Et moi, je crois à vraiment cette conjonction, c'est ça qu'on appelle le climat de soins, c'est d'activer tous ces niveaux, encore une fois, en même temps, avec des objets qui étaient jusqu'à présent et des échelles qui étaient, entre guillemets, non reliées, alors que je pense qu'aujourd'hui, on crée la légitimité d'un mouvement, et puis même d'une envie, d'un désir, d'une réassurance, parce qu'on sait les découragements. Donc c'est important, si vous voulez, d'activer ces désirs et ces courages. Donc c'est vrai que quand on fait quelque chose qui est local, qui est prêt, on active aussi, si vous voulez, une santé. C'est clinique, c'est comme ça. Donc bien sûr, il faut viser les grands niveaux de la gouvernance mondiale et les COP et tout ce que vous voulez, mais il faut que de l'autre côté, en étau, on prenne et qu'on se mette donc au travail dans ces engagements. Et ce qui est, je trouve, assez merveilleux, c'est une génération aujourd'hui qui a grandi avec cette conscience-là, parce que c'est comme ça, moi, c'était pas ma génération, mais cette génération, elle est prête à ça, elle veut cela, elle veut travailler sur une notion d'impact différente, elle veut aussi témoigner de sa singularité, donc des approches plus, qui sont portées par les initiatives aussi des individus, mais elle veut également restaurer un certain type de collectif. Donc, voilà. On y reviendra. Merci beaucoup, Cynthia. J'aimerais maintenant passer la parole à Aurélien Barraud. Vous êtes astrophysicien au CNRS, spécialisé en relativité générale, en cosmologie, physique des trous noirs et gravitation quantique. Vous êtes professeur à l'Université Grenoble-Alpes et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Vous êtes aussi docteur en philosophie, auteur d'ouvrages de poésie et forcément, cette question de la beauté vous est chère et vous l'abordez à votre manière dans votre dernier ouvrage paru en mai dernier aux éditions Zulma, qui en appelle à une révolution politique, poétique et philosophique. Vous en appelez au pouvoir de l'imagination et à celui du pouvoir vivre. Alors j'aimerais que vous puissiez nous détailler ici votre approche. Merci. Si tu permets, je commence par un petit panorama. Même sur des échelles de temps géologiques, la situation actuelle est exceptionnelle. De par sa violence et ses causes, elle est vraisemblablement sans précédent. En quelques années, nous avons éradiqué les 2/3 des insectes. En quelques décennies, nous avons éradiqué les 2/3 des mammifères sauvages. En quelques millénaires, nous avons éradiqué les 2/3 des arbres. Plusieurs centaines de milliers d'êtres humains décèdent chaque année en Europe de la pollution. Alors, en venant ici tout à l'heure dans le train, j'ai lu quelques nouvelles. Alors, je vous fais part de l'état du monde tel que je l'ai compris ce matin. La moitié, apprend-on, des arbres plantés pour la prétendue compensation carbone, ce qui est quand même un concept totalement délirant, ne survivent pas. Et oui, figurez-vous, un être vivant, ce n'est pas un joujou d'ingénieur. Deuxièmement, on apprend que l'eau de pluie sur Terre est maintenant impropre à la consommation. Je répète, l'eau de pluie est impropre à la consommation. Troisièmement, l'Université de Chicago dévoile que les particules fines ont vraisemblablement affaissé l'espérance de vie mondiale de plus de 2 ans. C'est considérable. Quatrièmement, on découvre que les glaciers libèrent, eu égard au phénomène de fonte, des agents pathogènes un petit peu contrariants. Voilà les nouvelles. Et en parallèle, vous voyez se développer ce que j'appellerais une sorte d'indécence techno-débile qui va très très bien, qui vraiment est luxuriante, depuis les programmes spatiaux absolument émétiques qui font frétiller les chefs d'État et les milliardaires, jusqu'au déploiement de cette pathétique finalement intelligence artificielle qui est en réalité une inintelligence algorithmique qui tente à appauvrir les possibles. La situation, honnêtement, est un peu triste. Alors ça, c'est le niveau constatif. Bon, certes, il y a toujours un certain choix ontologique derrière, mais je crois qu'on est tous plus ou moins d'accord sur cette description du réel. Une chose est certaine, cette situation n'est pas tenable. Ça ne fait absolument pas question. Plus personne de sérieux ne se pose cette question. On peut le voir de multiples manières. La plus évidente, c'est que la courbe des prélèvements est actuellement très au-dessus de celle des ressources écosystémiques. Ça, c'est certain, ça ne peut pas durer. On peut le voir parce que les limites planétaires sont aujourd'hui dépassées sur plus de la moitié des critères majeurs. On peut le voir parce que les points dits de non-retour sont atteints
essentiellement 2 fois plus vite que prévu. Autrement dit, les conditions d'habitabilité de cette planète sont en train d'être laminées. Donc ça ne peut pas durer, ça ne fait même pas débat. Mais ce qui est intéressant, je crois, c'est que prendre les choses par ce biais, c'est encore regarder un peu par le petit bout de la lorgnette. Parce que c'est laisser entendre qu'il serait, dans une certaine mesure, souhaitable que les choses puissent se poursuivre dans la même direction. C'est finalement suggérer que le véritable problème serait l'absence de pérennité. Il n'en est rien. Qu'est-ce qu'on veut? C'est ça la question. C'est uniquement ça la question. À supposer que ce soit durable, et je le redis une dernière fois, ça ne l'est pas. Est-ce qu'on aimerait vivre dans l'univers d'Elon Musk qui est en train de se profiler? Un ciel où les satellites artificiels ont remplacé les étoiles. Un réel où la vulgarité la plus crasse s'exhibe avec obscénité. Voilà ce qui est en train d'advenir. Pour le dire autrement, quand on annonce aujourd'hui, les larmes dans les yeux et la main sur le cœur, qu'il va falloir faire preuve d'un peu de sobriété ou de frugalité, n'exhibe-t-on pas précisément notre extraordinaire niveau d'ensorcellement? Nous en sommes finalement donc, semble-t-il, arrivés à un point où l'expérience d'une balade dans une forêt réelle, peuplée d'oiseaux volants, nous apparaît comme un appauvrissement de l'expérience virtuelle d'une excursion numérique. Autrement dit encore, une discussion dévisue serait une atrophie d'un tweet. Je crois qu'il faut être violemment envoûté. Je voudrais donc insister. Notre monde est intenable. Ça, c'est un fait scientifique. Mais il est aussi insouhaitable. Ça, c'est une proposition. Notre axiologie, je crois, est clairement mutilée. Nous ne sommes pas, je veux le redire, dans une crise du réchauffement climatique. Nous ne sommes même pas dans une catastrophe systémique liée à la destruction des espaces habitables, à la pollution, à l'interruption des cycles biogéochimiques et à l'acidification des océans. Tout cela est vrai, bien sûr, mais ce ne sont que des symptômes. Les traiter un à un est non seulement impossible, mais aussi inutile. Tant que, me semble-t-il, l'artificialisation du vivant demeurera notre objectif, notre dessein, les modalités n'auront pas beaucoup d'intérêt. Nous sommes, je crois, dans un effondrement de la cosmopoétique du réel, dans un oubli de la beauté et un déni de la finitude. Nous sommes au point d'absurde, d'une arrogance métaphysique qui s'est échouée sur sa propre vanité. Pour le dire de façon un peu provocatrice, je crois qu'il n'y a aucun effort à faire. Il y a juste à redessiner l'architecture du sens. Il y a juste à aimer, aimer. Le temps de l'abondance, lit-on ces derniers jours dans les journaux, est terminé pour les Occidentaux. Alors c'est vrai, certes, il va falloir apprendre à faire preuve d'un peu d'humilité. Nous, la civilisation de l'échec, la plus destructrice de tous les temps du point de vue de la biosphère. Les inventeurs, dirait Edgar Morin, de la thanatocène, de l'ère de la mort. Et pourtant, je crois qu'il faut nuancer. L'abondance, en réalité, n'a jamais eu lieu. D'abord au sens trivial, que l'on connaît tous, bien sûr, où nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui sont demeurés dans un état d'urgence vitale, mais aussi en un sens peut-être plus profond, où notre richesse était un leurre, un trésor sec et triste, une forteresse vide, dirait Bettelheim, un joyau toxique. Il n'y a pas d'effort à faire. Il suffit de renoncer à nos addictions mortifères et d'ouvrir un peu la fenêtre de la contingence. Il suffit d'ouvrir les yeux. La richesse ne se compte ni dans le nombre d'abonnés Insta, ni dans la taille des turbos de nos voitures. Il s'agit au mieux d'insignifiance, au pire de marqueurs clairs de délinquance. Il n'y a rien à envier dans ces mondes morts, qui sont en réalité emblématiques
de notre nécrophilie numérique. Et c'est finalement ça le plus drôle. Ici, la prescription est performative. Il suffit de le dire, parce que tout cela ne tient que par l'architecture de nos désirs. Les réorienter, c'est agir. Alors bien sûr, on le sait, la technologie a été utile. Elle devient létale. Ça ne demande pas un niveau d'analyse extrêmement élevé. Vous pouvez appeler ça l'effet paracétamol ou la pharmacie de Platon si vous êtes un peu plus pédant. C'est la même idée. Ce qui est remède à petite dose devient poison à dose de gavage. C'est trivial. Ainsi en va-t-il de la technique et de la finance. Alors de deux choses l'une. Soit, comme on le lit souvent, comme beaucoup de politiques et de chefs d'entreprise le laissent entendre, la prolifération technologique est inévitable. Il ne faut même pas se poser la question. Il ne peut pas en être autrement. Si c'est vrai, cela signifie effectivement que nous sommes face à un développement de type tumoral qui nous a échappé. Il va donc falloir une certaine dose de chimiothérapie et ça va être violent et risqué. Soit ce n'est pas vrai et nous avons encore le contrôle. Et alors, il faut le montrer. Mettre fin à cette course totalement délétère et délirante, ce monde de machines et de programmes. Il n'est pas juste inepte et dangereux, il est laid. Je vais bientôt finir. Prendre soin du vivant, c'était ta question que j'aborde en conclusion. Prendre soin du vivant, oui, probablement, pourquoi pas. Vous savez, la vie est un processus extraordinairement singulier. Pour un physicien comme moi, la vie, c'est ce qu'on appelle un système profondément non ergodique, c'est-à-dire qu'elle n'explore qu'une toute petite partie de son espace de phase. Elle viole en quelque sorte les prémices de la théorie des ensembles, ce qui signifie qu'elle est un hors des mathématiques, ce qui la rend évidemment plus belle encore. Je crois qu'il s'agit, en fait, plus simplement et plus profondément, de penser les règles du jeu et pas seulement de jouer un bon coup, de comprendre que ce monde pourrait être autre. Et pour ce faire, il suffit de regarder les innombrables autres cultures qui l'ont habité, de se départir un peu de notre orgueil d'occidental. Nous ne sommes pas les maîtres, nous sommes les esclaves consentants de notre aliénation technique. Mais l'anthropologie et l'ethnologie sont là pour nous aider et nous montrent sans cesse les infinies autres manières d'habiter cette planète qui déjà ont été à l'œuvre. Il suffit de regarder ailleurs, sans paternalisme, non pour enseigner, mais pour apprendre. En conclusion, en vraie conclusion cette fois, je donne jamais de conseils de petits gestes. Ça m'énerve, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour le faire, et je crois de toute façon que nous n'en sommes plus là. Ce n'est plus du tout la question. Je vais faire aujourd'hui une exception. Je vais vous donner un conseil très concret. S'il vous plaît, de grâce, par pitié, au nom du Seigneur, fermez Twitter. Fermez définitivement Twitter. Merci. Elon Musk vous remercie. Twitter, ça a toujours été le pire. C'est le règne de la méchanceté, de la hideur et de la bassesse. La pensée en 240 caractères, ça n'existe pas. C'est la négation dans les termes de la pensée. Et aujourd'hui, c'est en plus devenu le symbole de l'homme le plus vil au monde dans son rapport à ses employés, à la beauté, à la pensée, à l'État et à l'avenir. Quiconque aujourd'hui use encore de ce moyen, n'importe quelle entreprise qui aujourd'hui encore fait de la publicité sur Twitter est quand même complice du massacre. Merci. Je ne pensais pas qu'Aurélien Barraud allait ici souhaiter la disparition d'un oiseau bleu, mais en effet, celui-là mérite peut-être de vraiment disparaître. Petite parenthèse refermée, j'avais quand même une question sur ces fameuses révolutions. J'entends bien politique, poétique, philosophique. Il faut se désenvoûter, ai-je compris, mais concrètement, comment fait-on ?
pour produire ce nouveau réel? J'ai entendu, on peut observer ce que font d'autres sans paternalisme, mais par quelle voie peut-on commencer? Comment s'engager? Voilà, il y a des activistes en ce moment qui tentent des actions un peu nouvelles, qui interpellent justement par le biais de l'art et des musées. Que préconisez-vous? En fait, c'est toujours pour moi une expérience terrible, parce que j'ai systématiquement l'impression d'être extraordinairement concret, et on me répond toujours, mais alors, concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Et j'ai l'impression de ne faire que ça. Donc je dois me tromper, puisque j'ai sans doute pas raison contre tous et toutes. Plus sérieusement, je pense que le temps est à l'activisme fractal. Je ne crois pas qu'il soit pertinent de tenter de hiérarchiser le bien fondé des approches. Je crois que ce que dit Cynthia est évidemment juste et nécessaire. Je crois que ce que Vincent a dit tout à l'heure était essentiel. J'aime bien l'image. Il a dit « main sur le cœur et point tendu ». C'est pas mal ça, main sur le cœur et point tendu. C'est en même temps révolutionnaire et bienveillant. Mais pas cette bienveillance un peu neuneux, parce que ça, on en a ras-le-bol, de la bienveillance neuneux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la bienveillance impertinente et insolente. Et voilà, et lire et écouter et regarder hors de l'ordre. Tout ce qu'on va trouver dans les bouquins qui sont, y compris les miens bien sûr, qui sont là, c'est très bien, mais c'est déjà édité, c'est déjà récupéré, c'est déjà dans l'ordre des choses. Et nous, on fait notre travail d'intellectuel et on essaye de le faire pas trop mal, mais on sait au fond de nous qu'il est déjà pourri, ne serait-ce que par sa position. Donc, lisez plutôt les livres interdits, allez discuter avec les gens qui n'ont pas pignon sur rue, comme nous-mêmes, qui ne sont pas sur l'estrade. En fait, c'est eux les véritables révolutionnaires. Merci Aurélien. Alors, je vais parler d'un réel dans lequel travaille Étienne Tichit, qui est à nos côtés également. Vous êtes pharmacien, vice-président et directeur général de Novo Nordisk France. C'est une entreprise de santé partenaire de l'Université de la Terre, fondée en 1923, détenue par une fondation spécialisée sur le diabète, l'obésité, les troubles de la croissance et l'hémophilie. Depuis janvier 2021, vous êtes aussi vice-président aux affaires publiques de Polépharma. C'est un réseau pharmaceutique en Europe qui regroupe des acteurs de la filière biopharmaceutique implantés dans les régions Centre-Val-de-Loire, Normandie et Île-de-France. Bref, du coup, vous êtes dans le réel, dans le soin, dans l'urgence, vous êtes pleinement dedans. Et du coup, je voulais qu'on revienne avec vous sur le rôle d'un laboratoire comme le vôtre dans la protection du vivant. Quelles sont vos prises de conscience, vos engagements, voilà, qu'on puisse avoir déjà un petit aperçu. Oui, merci. Merci. Et je ne voudrais pas ajouter à l'image que vous avez amenée, Aurélien, tout à l'heure, sur aussi une catastrophe annoncée en ce qui concerne les maladies chroniques. Je travaille pour une entreprise qui est danoise, qui est détenue par une fondation et qui est, bien, comme vous l'avez dit, bientôt centenaire. Et dans ce contexte-là, c'est un engagement dans le temps, déjà, dans le temps pour traiter des maladies chroniques. Et on l'oublie souvent, la maladie chronique, c'est la maladie du quotidien. C'est celle avec laquelle le patient vit avec ce que l'on appelle le fardeau de la maladie. Et on en a tous autour de nous, de la famille, des amis, voilà, qui sont touchés par ces maladies-là. Donc nous, en tant que mission d'entreprise, évidemment, et en tant que mission d'entreprise du médicament, l'objectif, c'est de pouvoir accompagner au long cours des patients avec des solutions qui sont de plus en plus holistiques, si je veux utiliser un terme voilà, qui permet de regrouper en fait toutes les maladies connexes à une maladie chronique comme le diabète ou comme l'obésité. Et donc ça démarre par la recherche et le développement, parce que pour nous, tant qu'il n'y a pas de guérison, il n'y aura pas de cesse d'innover. Et donc on a plus de 5000 chercheurs aujourd'hui qui cherchent tous les jours, pas seulement à améliorer la glycémie de celles et ceux qui sont atteints de diabète, à améliorer le poids de celles et ceux qui sont victimes d'obésité ou les autres pathologies que vous avez citées, mais surtout, ce qui nous anime tous les jours, parce que là on peut parler du vivant dans l'entreprise, c'est de chercher à tout prix à prendre le patient dans son ensemble, dans son intégralité. Parce que quand on est victime d'une maladie chronique, il y a toujours des maladies connexes. Donc,
typiquement, quand vous êtes atteint de diabète, vous êtes souvent atteint d'une maladie cardiovasculaire, souvent atteint d'une maladie rénale, souvent atteint d'obésité. Et la difficulté, c'est de réussir, en fait, à non seulement avoir une offre pour le patient qui va lui permettre de mieux vivre au quotidien, mais aussi d'espérer un futur meilleur. Donc on est pleinement dans le cœur du soin et en ce qui nous concerne, on a la responsabilité chaque jour de 35 millions de patients dans le monde. Donc ce qui veut dire qu'il faut aussi qu'on trouve un modèle pour innover et aussi prendre soin tous les jours de toutes ces personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Donc libérer du fardeau, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne le patient dans son intégralité, il faut qu'on soit aussi capable de l'accompagner, donc de trouver des outils, des technologies qui permettent de l'accompagner. Et puis, au final, de réussir à produire aussi pour l'ensemble de ces patients chaque jour. Et ça, c'est aussi un défi net. On évoquait tout à l'heure, Aurélien le disait, donc c'est une catastrophe annoncée. Et en même temps, je pense qu'on peut prendre le taureau par les cornes. Et en tout cas, quand je regarde les efforts que l'on fait dans ce domaine-là, certes, on a tous, les uns et les autres, je pense, en tête nos perspectives de neutralité carbone, mais je pense que le plus important, c'est surtout tous les pas que l'on passe chaque jour. Et aujourd'hui, si on regarde sur un site qui est proche du nôtre, hein, à Chartres, puisqu'on produit aujourd'hui des traitements insuliniques à Chartres, eh bien, aujourd'hui, on a cette capacité de pouvoir éliminer 8500 tonnes de CO2 chaque année, hein, parce qu'on a réussi à accélérer la décarbonation, à accélérer la diminution des gaz à effet de serre. C'est 6000 voitures qui roulent en continu. Tout ça grâce à la biomasse. Donc, ce qui veut dire qu'on va utiliser des déchets d'agroforesterie pour pouvoir réussir à produire de l'énergie et continuer à réussir à produire chaque jour pour les patients. Et puis, de l'autre côté, c'est aussi sur la partie sobriété. On a un vrai défi, c'est la sobriété en matière d'eau. Quand je vois les équipes sur le site de Chartres, les économies d'eau qu'on peut réaliser sur une année, alors qu'on augmente une production de 30 à 35%, eh bien, c'est l'équivalent d'un mois d'arrosage pour les fermiers de l'Eure-et-Loire. Donc, vous voyez, c'est savoir aussi prendre ce qui est juste et redonner ce qui est nécessaire. Vous voyez ? Et ça, c'est véritablement au cœur de notre mission, c'est en permanence trouver des points d'équilibre entre l'innovation au service du patient, l'innovation pour le patient, pour son quotidien dans sa famille, tant qu'il n'est pas guéri, et puis derrière, d'innover pour aussi bien préserver la planète et surtout éviter des émissions qui sont non nécessaires, non souhaitables et terribles. Voilà. Est-ce que la notion de Verstollen dont parlait Cynthia tout à l'heure vous parle, du coup, dans votre vie professionnelle, personnelle J'ai envie de vous demander comment êtes-vous furtif ? Je commence, c'est ça. Donc, alors, furtif, je crois que je le suis quand je vais pas très très loin de votre expérimentation, Cynthia. Donc, quand je m'approche du Berry, voilà. Donc, en général, c'est le moment où les réseaux ne passent plus, et je pense que là, dans ces moments-là, je suis furtif à titre personnel. Plus sérieusement, ce qui me plaît beaucoup dans votre charte, c'est surtout toute la réflexion sur comment repenser les espaces, comment réhabiter ces espaces et comment redonner de la vie là où ces espaces auraient pu perdre la vie. Donc ça, typiquement, c'est au cœur de notre politique industrielle, de notre politique de recherche. Par exemple, à Måløv, au Danemark, on a un site où aujourd'hui, eh bien, on a replanté 24 000 arbres, on a dédié 90 000 mètres carrés pour pouvoir eh bien, retrouver du vivant de façon à ce que chacun et chacune de nos employés, quand ils sont dans leur centre de recherche ou sur leur site de production, ils sont en capacité effectivement d'avoir une perspective qui est certainement plus conforme à une vraie vie, plutôt qu'un monde industriel qui peut être froid et trop contrôlé. L'autre aspect, c'est, et je voudrais partager ça avec vous, puisque tout à l'heure on parlait donc du fléau de l'obésité. Et il m'est arrivé une expérience incroyable, c'était à Rouen, où j'ai eu la chance, en tant que professionnel de santé, d'être formé pendant une journée sur comment on prend en charge l'obésité, et en particulier de vivre une expérience
dans une demi-journée en tant que patient, personne en situation d'obésité. Donc imaginez-moi avec l'équivalent d'un volume et d'un poids d'une personne de 200 kg. Et la mission qui m'a été confiée par le docteur Follop ce jour-là, ça a été d'aller dans Rouen et d'expérimenter ce que c'est que de vivre en tant que personne atteinte d'obésité. Et je peux vous dire que parfois dans une carrière, on se dit qu'il y a des moments qui comptent plus que d'autres. Celui-ci a été un moment assez incroyable parce que c'est le moment où on se confronte au regard des autres. On voit aussi la place qu'on occupe dans et les difficultés qu'on peut rencontrer dans un environnement dans lequel on vit et qui n'a pas été pensé pour nous. Et je peux vous dire que ce jour-là, j'ai été profondément choqué à la fois par des regards que je trouvais plutôt malveillants, jugeants, et en même temps une espèce d'urgence qui commençait à naître, une colère qui commençait à naître en moi sur le fait que rien n'était adapté si j'étais dans cette condition-là pour pouvoir vivre tous les jours d'une façon qualitative. Donc toute la question du soin, de la prévention, toute la question de la prise en charge, je pense qu'il y a aussi urgence d'accélérer tout ça et de faire en sorte que des personnes qui sont atteintes aujourd'hui d'obésité ne devraient plus vivre ces moments-là. Oui, avec une forte dimension, on l'entend dans votre approche de médecine, on va dire plutôt préventive, plutôt que uniquement curative, j'ai l'impression. Ces 2 dernières années, je le disais un peu en introduction, la santé a été au cœur de nos vies, de nos préoccupations, la santé de nos écosystèmes aussi. Et il y a une question que j'ai envie de vous poser sur les laboratoires pharmaceutiques. Quand on évoque ça, on pense aussi aux profits qui ont été générés par le secteur ces dernières années. On s'interroge sur la manière de penser les offres de soins et sur la possibilité de replacer ça dans le bien commun. Donc du coup, je voulais vous demander, en tant qu'acteur de la filière, est-ce qu'il y a une contradiction entre le soin de toutes et tous et l'appropriation d'offres de soins par une entité privée ? Évidemment, c'est une question qui se pose dans la société, en général, bien sûr. Alors, je ne vois pas de contradiction dans le sens où ces recherches nécessitent des investissements qui sont colossaux. Donc, il nous faut, aujourd'hui, pour pouvoir réussir à amener une innovation, du mieux dans la vie d'un patient chaque jour, il nous faut consacrer 1 milliard d'euros ou de dollars, on est à peu près sur la même fourchette. Il nous faut plus de 10 ans pour pouvoir développer ces produits-là. Et puis, quand on a 1000 candidats produits, 10 vont arriver en phase clinique et peut-être 1 va arriver au final pour créer un meilleur pour tous les jours pour le patient. Donc dans ce contexte-là, pour l'industriel, il y a 10 ans, en fait, pour pouvoir faire en sorte que cette innovation soit adoptée, soit accompagnée et soit utilisée au mieux par les professionnels de santé, par le corps médical au sens large, et puis par le patient. Donc je ne vois pas de conflit ou quoi que ce soit entre le privé et puis la santé pour tous, dans le sens aussi où à un moment donné, ces molécules ou ces recherches sont redonnées aux autres. Et typiquement, aujourd'hui, si on regarde dans notre domaine, en particulier dans le diabète, l'insuline pourrait être repris et utilisée par d'autres industriels. Là, je pense que l'enjeu principal, c'est de réussir à pouvoir avoir quelque chose, une insuline qui est beaucoup plus physiologique, quelque chose qui ressemble plus à vos besoins de tous les jours, en fonction de vos repas, de votre glycémie, de vos besoins, et puis surtout, derrière, de réussir à avoir une qualité et une sécurité d'emploi qui soit reproductible d'un jour sur l'autre, et des capacités aussi. Tout à l'heure, j'évoquais les 35 millions de patients dont nous nous occupons indirectement par la production Novo Nordisk, et très clairement, aujourd'hui, on se doit de pouvoir produire cette quantité, mais surtout s'assurer que la qualité est au rendez-vous et que chaque patient sera correctement traité.
Merci. J'aimerais rebondir avec Cynthia justement sur cette question du soin, parce que vous le dites dans de précédents travaux que c'est aussi ce qui fonde notre humanisme. Or, dans des sociétés à plusieurs vitesses, face à des pressions économiques, numériques, qu'on a déjà évoquées, sociales de plus en plus fortes sur les individus, vous dites aussi les corps encaissent mais n'ont pas nécessairement les moyens de résister. Il s'ensuit des stratégies de contournement du soin. Et là aussi, une formule qui m'intéresse, vous dites il n'y a pas de soins du climat sans climat de soins. C'est une formule que j'aimerais bien que l'on aille explorer un petit peu maintenant. Alors rapidement sur soins du climat, climat de soins, c'était bien sûr une astuce comment dire, stylistique pour rappeler ce qu'on disait tout à l'heure. Aurélien a parlé d'activisme fractal. J'ai rappelé les travaux de Bouchain sur la preuve par 7. Donc le climat de soins, c'est exactement ça. C'est de dire on ne peut plus fonctionner avec des systèmes comme on a fonctionné jadis par, en gros, du passage à l'échelle par la massification. C'est absolument et de la standardisation et tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire cet hyper-productivisme, etc. Donc il nous faut penser un passage à l'échelle parce que cette question de l'impact, elle est déterminante, mais différemment. Et donc, nous, c'est ce qu'on a appelé le climat de soins, c'est-à-dire qu'on va aller, comme un acupuncteur, trouver quantité de points, quantité d'échelles différentes, un village, une entreprise, une multinationale, une école, une communauté d'apprenants dans le monde digital, etc., des patients, une cohorte de patients, par exemple. Vous voyez, donc c'est tout ces comment dire, ces formats, hein, ces schèmes, pour tout d'un coup dire tiens, il se passe quelque chose, il y a un palier, il y a un seuil, et c'est ça le climat de soins. Donc et puis bien évidemment à chaque fois mêler comment dire, des acteurs de types différents, de la question de la biodiversité, la question du non-humain, enfin vous voyez, donc de travailler comme ça sur ces combinatoires et de penser une gouvernance des communs qui nous sied davantage. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que donc effectivement, donc moi je suis titulaire d'une chaire qui est hospitalo-académique. Elle est donc Conservatoire national des arts et métiers et GHU Paris psychiatrie et neurosciences. Et dans cette chaire, elle est dédiée entre guillemets aux humanités médicales. Et en gros, elle utilise la matrice des humanités médicales, le prendre soin, pas simplement, alors notre premier cœur de métier, philosophie clinique, savoir expérientiel, on a un partenariat structurel avec l'Université des patients qui a été fondé par le professeur Tourette Turgis, et c'est très important puisque tout est co-designé entre guillemets avec les patients, les familles, etc. C'est des questions de démocratie sanitaire. On est très très lié à cette question bien évidemment du diabète puisque par ailleurs on a des antennes à l'étranger. On a une chaire au Mali qui est une chaire humanité et santé au Mali dans le service endocrino et qui est porté notamment par l'ONG Santé Diabète, Stéphane Besançon, sur la question du diabète précisément, donc la lutte pour le prix de l'insuline à un juste prix. Je vous renvoie aux travaux de Pauline Londex, de Stéphane Besançon et de quantité d'autres, mais qui tous les jours se bagarrent à ce niveau-là. Et par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Alors la chaire est dédiée aux humanités médicales liées au diabète, mais on a lancé, là on a déposé un projet sur sciences participatives et patients. Et comment justement on fait rentrer les patients dans les sciences participatives pour qu'ils soient, eux, dépositaires de protocoles scientifiques participatifs, pour qu'ils repensent les parcours de soins, pour qu'ils viennent monitorer différemment les normes de vie qui sont les leurs, etc., pour qu'on repense les questions d'observance. Donc tout ça, c'est qui nous présente, eux, des critères qui sont valables d'abord aussi pour eux. Donc vous voyez, c'est tous ces travaux qu'on fait à la chaire et c'est déterminant parce que c'est bien sûr, vous avez parlé de l'holistique, on peut dire le One Health. Aujourd'hui, on essaye véritablement de montrer le continuum des soins entre le soin du vivant, le soin des personnes, le soin de la santé, etc. Bon, donc on est dans ces approches, là, et on essaye puisqu'on est dans cette transition entre guillemets épidémiologique qui fait que la chronicité aujourd'hui est un élément clé. Les maladies chroniques sont
sont devant. Et il faut bien comprendre que les maladies chroniques devant l'infectieux, alors quand il y a une zoonose, ça peut, on s'y perd un peu, sauf que dans la zoonose à l'heure actuelle, aujourd'hui, c'est encore une chance, mais la problématique, c'est la comorbidité. Donc, malgré tout, c'est le fait qu'il y ait des maladies chroniques derrière qui viennent se surajouter et qui produisent des formes graves, etc., etc. Demain, ça ne sera peut-être pas comme ça. Mais ça veut dire quoi, si vous voulez passer de l'aigu, entre guillemets, de l'hyper-aigu au chronique? C'est ce qui a été dit. C'est-à-dire c'est toutes vos normes de vie qui changent. C'est toute la question du rétablissement, c'est toute la question de la prévention, c'est toute la question de l'ambulatoire, c'est toute la question du care, etc., etc. C'est la démocratie sanitaire, c'est des nouveaux parcours de soins. Donc ça, c'est quand même une autre manière de devoir penser nos systèmes de soins, et c'est encore une fois ce qu'on essaye de faire à la chaire. Merci Cynthia. Aurélien, je ne vous ai pas fait rebondir sur cette charte du Verstollen. Je voulais peut-être qu'on le fasse un petit peu, mais aussi qu'on s'attelle aussi à cette question de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui on peut faire entrer la sensibilité au vivant dans notre champ d'attention, plus souvent accaparé par les écrans, vous avez assisté là-dessus, mais aussi dans le champ de l'attention politique. C'est intéressant la situation dans laquelle on est. Vous vous rappelez, il y a 1 heure, quand on est entré dans l'amphi, c'était agréable. On entendait des chants d'oiseaux diffusés vraisemblablement par de gros amplis numériques, et je suppose qu'ils étaient probablement d'origine synthétique. Et puis, on a vu un petit film de Bienvenue où on nous montrait qu'il fallait aimer la vie, aimer l'écologie, être connecté. Non, mais ça n'a rien à voir, être connecté. C'est complètement dingue, en fait. Vous voyez, c'est passé comme ça, comme une lettre à la poste, là, tout à l'heure, dans le petit film de Bienvenue. C'est la même chose. Vous êtes gentil, vous êtes bienveillant, vous aimez le vivant, vous êtes connecté. Non. Être connecté, ça n'a rien à voir avec les mots d'avant, précisément. Et puis là, il y a quelqu'un, vraisemblablement quelqu'un de très intelligent et sympathique, hein, mais qui a planté le décor, et il ou elle, je ne sais pas, a trouvé que c'était chouette de mettre des néons roses. C'est vrai que c'est plutôt joli d'ailleurs, mais c'est marrant quand même. On s'est dit, tiens, on va mettre 8 ou 7 ou 6 néons roses sur Terre, sur scène. C'est même pas le problème d'ailleurs de ce qu'ils consomment, hein, c'est sans doute très faible, mais c'est la symbolique du truc. On se dit qu'un néon rose, là, c'est mieux que s'il n'était pas là, en fait. Voilà. Et puis après, on a vu qu'on était quand même tous là parce qu'on est sponsorisé, paraît-il, par Casino et L'Oréal, donc super. On est avec les gentils, quoi, tout va bien. Alors oui, c'est compliqué parce que la furtivité, moi je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Cynthia, hein, évidemment. Certains aimeraient bien la trouver aussi, par exemple les jets privés des grands patrons, ils aimeraient beaucoup être furtifs parce que ça les stresse beaucoup qu'on arrive à suivre leurs déplacements. Donc c'est un luxe nécessaire. Ça me fait penser aussi à ce que disait Isabelle Ebrard qui parlait du droit à l'errance que nous avons perdu et qui est absolument indispensable. Donc je n'ai évidemment pas de réponse à ta question, mais en fait, il y a tellement d'agressions multiples quand on les identifie qu'on se rend compte que ça serait quand même pas très dur de changer un peu, je crois, l'architecture à la fois de nos indignations, l'architecture de nos désirs, et puis aussi effectivement l'architecture de nos rhizomes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en lien avec quoi. On ne doit pas mettre en lien vivant et connecté, ça c'est un mensonge, ça il ne faut pas le faire. En revanche, il y a beaucoup d'autres liens qu'on peut créer et qu'on s'est évertué pendant des siècles à déconstruire. Donc je ne veux pas être donneur de leçons parce qu'en réalité je fais partie, moi, de tous ces gens en dissonance cognitive, de tous ces gens qui sont finalement persuadés que leur activité professionnelle est en grande partie complice du problème qu'ils dénoncent. Hein. Donc je ne suis pas du tout du côté de ceux qui se sentent purs avec les mains propres. Voilà, je n'ai pas les mains propres, mais je crains de ne pas être le seul. Et donc voilà, il ne s'agit pas de dire à la population voilà, on sait ce qui est bon pour vous. Il s'agit de dire, en fait, on sait une chose, c'est que la continuation à l'identique est vraisemblablement ce qu'il y a de pire, enfin, peut-être pas de pire, mais en tous les cas, n'est pas tenable. Alors, essayons ensemble des explorations un peu irrévérencieuses, et nous verrons où elles nous mènent. J'avais aussi une petite question sur la pratique artistique et le lien au vivant.
Je sais que vous en avez aussi déjà beaucoup parlé, mais voilà, comment est-ce que vous le faites au quotidien ? Mon expérience personnelle n'a absolument aucune importance, mais disons que je crois quand même que même si je conserve à titre personnel une adoration presque pour la science qui est une manière de penser extrêmement intéressante parce qu'elle nous met en relation avec une altérité radicale, il n'en demeure pas moins que la technoscience est aujourd'hui vraisemblablement l'une des causes majeures de la catastrophe dans laquelle on se trouve. Et ce qui est intéressant avec le geste artistique d'une façon absolument générale, générique, c'est que dans sa structure même, dans son essence, il ne peut pas se contenter de trouver la meilleure manière de slalomer entre les poteaux, il doit arracher les poteaux. Sinon, c'est déjà plus de l'art, c'est déjà muséifié, c'est déjà presque momifié, et c'est déjà quelque part une récupération quasi économico-financière du geste. Donc oui, je trouve que là, il y a quand même... C'est d'ailleurs un truc que j'ai trouvé intéressant. Vous avez vu, la semaine dernière, tous les hebdos, tous ceux que j'ai vus en tous les cas, faisaient leur une sur l'écoterrorisme. Là, quand même, les activistes écolos, ils allaient trop loin. Je crois que l'un d'eux a titré même « le suicide écologique ». Pourquoi ? Alors, je ne suis pas spécialiste de la question, je vais peut-être dire une connerie, mais en gros, ce que j'ai compris, moi, c'est que quelques militants déversent essentiellement du jus de tomate sur des vitres. Jamais sur des œuvres. À ma connaissance, jamais une œuvre n'a été endommagée. Jamais il n'a été essayé d'endommager une œuvre. Donc il y a des gens qui mettent du jus de tomate sur des vitres. Et là, vraiment, c'en est trop. Ça, c'est vraiment plus supportable. Là, on a dépassé la limite. Bon, ils sont fous, quoi. On est devenus fous, en fait. On est complètement tarés. Et par rapport à ça, on ne peut pas quand même ne pas être scandalisé par la hiérarchisation de ce qui nous paraît intenable. Et la question de la science, elle est vraiment intéressante parce que, évidemment, je me la pose forcément par des formations professionnelles. Certains pensent que la science est vraiment structurellement problématique. Voir le magnifique discours d'Alexander Grothendieck, l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps, en 1972, il y a 50 ans au CERN, qui explique qu'il faut arrêter la recherche. D'autres, au contraire, pensent que la science est la seule manière de nous sauver. Je crois que les deux points de vue sont un peu erronés, non pas au sens d'une sorte de synthèse dialectique en expliquant que la science, finalement, c'est un peu bien, un peu mal, ça serait neuneux, mais au sens où je crois effectivement que la science doit choisir son camp entre se placer dans la surenchère affirmatrice de ce qui est déjà, auquel cas elle est complice du massacre, soit au contraire utiliser de cette arme de subversion massive qu'elle peut constituer si elle s'attelle à une reconstruction ontologique. Parce que ça, elle peut le faire, même dans mon domaine en physique, on peut se rendre compte que le monde n'est pas du tout ce que l'on croyait. Et ça, c'est exactement ce dont on a besoin. Donc, la question, je crois, c'est moins une question disciplinaire qu'une question de la modalité pratique. Sans doute, c'est vrai aussi pour les artistes, d'ailleurs. Qu'était ma question de départ, le rapport entre l'art et le vivant. Je ne sais pas si vous voulez réagir sur ce qui vient d'être dit rapidement, mais il nous reste aussi du temps que j'aimerais utiliser pour laisser la parole, prendre vos questions. Je pense que quelqu'un va circuler avec un micro et je propose qu'on essaye de prendre 2-3 questions à chaque fois, que je répartirai de manière à ce que le plus grand nombre d'entre vous puissent parler. Alors, je ne sais pas où est le micro, parce que je pense que c'est mieux pour qu'on puisse vous entendre. Est-ce que ça marche? Ah oui, ça marche bien. Vous me permettez? Allez-y, monsieur. Oui. Salut Aurélien, Roland, ça va? Voilà. Salut Roland. Oui, Roland. Alors Roland, vous savez, c'est un biologiste qui a travaillé 40 ans en Afrique et 40 ans en France. Et si vous voulez, on parle toujours, j'ai jamais entendu parler, et Aurélien, bravo, parce qu'il faut prendre en compte des gens qui ont la solution, et en particulier les pays autochtones. On dit toujours les pays autochtones peuvent apporter, au lieu de leur imposer, je suis tout à fait d'accord avec toi Aurélien, eh bien c'est à nous de prendre le message. Et j'interviendrai, puisque je suis dans un atelier qui s'appelle « La vieillesse a de l'avenir ».
j'ai 82 ans, j'étais à Stockholm, à Rio, j'ai travaillé en tant qu'universitaire en écologie, j'étais IRD Orstom à l'époque, j'ai fait un mandat UNESCO préparatoire au développement durable à Rio, et donc j'ai encore, à 82 ans, apparemment j'ai le tonus, j'ai fait un livre qui s'appelle « La Terre et nous », que Aurélien connaît. Ouais. Et donc, demain soir, si vous voulez entendre des choses plus pratiques, mais les philosophes africains, en particulier malgaches, ont plein de choses à nous apprendre et ils savent parfaitement se retenir. Donc, ne délirons pas trop. Hein, je rejoins absolument les discussions d'aujourd'hui. Et revenons les pieds sur terre. C'est absolument fondamental. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci pour votre intervention. Donc, question, allez-y, prenez la parole. Après, on passera à vous, madame, et on pourra aller derrière ensuite. Allez-y. Déjà, merci pour ces interventions. J'aimerais poser une question en commençant par citer un poète, qu'on parle de poésie, Lautréamont, si poète maudit ou prince des poètes il fut, disait que les gémissements poétiques de son siècle étaient des sophismes. Ma question, en fait, en appelle à une autre tout de suite après. La poésie, oui, certes, mais la poésie, sous quelle voûte, par quelle muse doit-on être inspiré? Quelle valeur consensuelle doit être prise, en fait? Parce qu'étant donné que la modernité, doit-on revenir sur les acquis de la modernité occidentale en ce qu'elles font primer l'individualité égotique? Comment faire de la poésie aujourd'hui, en fait? Voilà ma question. Première question. Après, je voulais prendre... Oui, excuse-moi. Oui, allez-y. Bonjour à tous, merci pour vos échanges, c'est merveilleux. J'ai une question par rapport aux connexions au monde sauvage, parce que jusqu'à maintenant, on prend la nature comme si c'était un atout dont on prend des ressources. Comment on fait pour rebâtir ces liens, cette connexion à la nature sauvage? Je vous donne un exemple des maladies chroniques et vie sauvage. Aujourd'hui, on massacre plus d'1 million de renards en France, des renards qui permettent de contrôler la maladie de Lyme. Comment on fait pour finalement nous replacer par rapport à la nature et considérer tous les vivants et non pas seulement les humains? Merci. Merci. Une dernière question qu'on pourrait prendre. Voilà. Là. Oui, à vous. Vous avez la main. Oui. C'est devant vous, je crois. Il y a un micro, non? Excusez-moi, je suis loin à la détente. Merci beaucoup d'avoir fait un état des lieux de ce qui est visible. J'aimerais vous entendre sur le vivant et la conscience, ce qui est peut-être moins visible, mais qui pourtant est aussi en évolution. Est-ce qu'il y a un pas de conscience qui vous habite, dont vous pouvez témoigner? Merci. Alors, je récapitule nos 3 questions. Comment faire de la poésie aujourd'hui? Comment faire le lien entre le soin, la vie sauvage et les maladies qui émergent aussi de notre façon de tuer les animaux, et le vivant et la conscience. Alors, je ne sais pas, j'aimerais vous entendre tous les 3 sur chacune de ces 3 questions, ou une question au pif. Bon, d'abord, merci Roland. On va tous regarder ton livre et ton enthousiasme est quelque chose d'assez magique et émouvant. Pour la poésie, alors c'est vrai que c'était bien d'avoir donné l'exemple des Chants de Maldoror, parce que c'est vraisemblablement encore un des livres un peu maudits et donc toujours un peu signifiant. Ce que je veux dire, moi, par cet exemple, c'est simplement que le poète, c'est pas celui qui s'allonge au bord de l'eau en laissant flotter une belle rose sur la rivière. Bon, il peut le faire, mais c'est pas ça, la poésie. Hölderlin disait la poésie, c'est la précision. Mandelstam surenchérissait la poésie, c'est le meurtre. Ce qui est intéressant dans le geste poétique, c'est qu'il faut connaître, comprendre et maîtriser les règles de la grammaire, de la sémantique, de la syntaxique, avec une extraordinaire acuité. Et en même temps, le poète est en droit et même en devoir de les transgresser à chaque ligne. Sinon, elles n'ont aucun intérêt. Donc, métaphoriquement et au-delà de l'écriture, c'est exactement ça
que je voulais dire. Et quand tu me demandes quels sont les consensus sur lesquels on peut s'asseoir, je répondrai absolument aucun. Si c'est consensuel, ce n'est déjà plus très intéressant. Moi, j'adore Jean Genet, qui est toujours un peu sulfureux quand même, hein, et je suis ravi de voir que la Pléiade n'a toujours pas édité l'intégralité de son œuvre. Ça veut dire qu'il est donc encore signifiant de le lire. Voilà. Merci, Étienne Tichy. Alors, peut-être, je ne vais pas élaborer sur la poésie, mais plus sur l'état des lieux et puis sur le vivant. Et en particulier, un point qui me tient vraiment à cœur, c'est la prévention. Parce que quand on parle de maladies chroniques, le mal est fait, quelque part. En revanche, la prévention, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument travailler. Alors, on peut travailler de plein de façons différentes. On a choisi, sous l'égide de l'ambassade du Danemark, de travailler la prévention à l'échelle d'une ville, d'une agglomération à Strasbourg. Et donc, en travaillant public, privé, comme les Danois savent le faire, vraiment en toute transparence, en toute confiance, on a réussi à réunir des acteurs qui sont des acteurs à la fois du sport, du monde associatif, universitaire, du soin, et puis aussi des acteurs de l'éducation. Et aujourd'hui, ça donne quoi après 2 ans de travail sur Cities Changing Diabetes à Strasbourg? Aujourd'hui, vous avez 1200 enfants qui sont dans des quartiers difficiles. Donc, si on vient sur la prise de conscience, on a pris conscience de où étaient les points de rupture dans la ville et dans l'agglomération. Et derrière, 1200 enfants aujourd'hui viennent tous les midis, au lieu d'aller à la cantine manger en général mal, malheureusement, ils viennent, ils ouvrent leur sac, ils montrent ce que leurs parents leur ont donné, et là, à partir de là, ils partent, ils enlèvent tout ça de la table, puisque c'est souvent des bouteilles de 1,5 litre de boissons, de soda et autres. Ils enlèvent tout ça de la table et ils apprennent à cuisiner ensemble avec des éducateurs. 1200 enfants après 2 ans. Vous vous rendez compte, c'est assez génial. De la même façon, ces enfants ont aussi un travail sur le temps d'écran. Parce que la prise de conscience, c'est aussi ça, c'est de savoir quelle est la vie de nos enfants. Et Aurélien le disait tout à l'heure sur la partie les écrans, la technologie. Il y a tout un travail d'éducation et de pédagogie sur le temps d'écran, parce que plus on s'endort tard, plus les nuits sont courtes, plus on prend du poids. Ce sont des liens malheureux. Donc derrière l'éducation, et on le fait aussi à l'école, on a installé des serres connectées à l'école pour pouvoir faire en sorte que les enfants à Strasbourg puissent planter des choux, les récolter, les manger et ramener les excédents à la maison. Donc c'est assez fort comme signe. Et en même temps, qu'est-ce que c'est difficile dans un environnement français? On a la prise de conscience grâce à l'Observatoire régional de santé, on voit les points de rupture, on essaye de les adresser avec un collectif qui est très très engagé, public, privé et autres. Et derrière, on voit que quand vous voulez installer une serre connectée et tout ça, vous êtes obligé de travailler avec la ville, l'éducation. Voilà. Et là, d'un seul coup, on est dans le système à la française où c'est beaucoup plus compliqué qu'on croyait. Et il nous faut 2 ans pour que ça arrive. Mais si vous laissez les micros allumés, parce que sinon on peut pas... voilà, faut laisser-les tout le temps allumés, parce que sinon il faut demander la parole, c'est chiant, nous on est des voyous. Mais quel est l'intérêt qu'elles soient connectées, les serres? Quel est l'intérêt qu'elles soient connectées? Parce que pour les salades, ça apporte rien. Oui, ça pourrait marcher non connecté, je suis d'accord, Aurélien. Là, en l'occurrence, c'est que ça permet aussi d'avoir des serres dont quelqu'un s'occupe plus pendant le week-end. Et potentiellement même pendant les périodes de vacances, vous voyez. Et je crois que la question pose aussi celle de la préservation de la vie sauvage. Et je pense qu'il faut quand même la garder en tête, cette question, parce qu'elle rejoint en fait la santé humaine. Et dans les concepts de One Health aujourd'hui, ou d'économie dans laquelle on replace la santé au centre, c'est vrai qu'il y a des choses qui s'anticipent aussi en termes de prévention, mais peut-être bien avant l'action envers les enfants. Donc je crois comprendre que c'était le sens de la question posée par Madame. Et donc je ne sais pas si vous avez des engagements en ce sens pour agir bien en amont, justement, sur la préservation de la vie sauvage, par exemple. Sur la préservation de la vie sauvage, je pense que c'est vraiment la logique de savoir occuper l'espace de façon raisonnée, raisonnable, et savoir redonner aussi aux espaces. Si je prends l'exemple... Alors évidemment, on a une production industrielle, donc on ne peut pas se voiler la face. On a forcément des sites qui sont implantés comme à Chartres, comme au Danemark, mais aussi dans d'autres endroits dans le monde.
Et nous, notre responsabilité, telle qu'on la voit, encore une fois, on est détenu par une fondation. Donc la réflexion, c'est comment on peut avoir un minimum d'impact sur l'écosystème. Mais évidemment, quand vous implantez un site industriel au Brésil, vous avez forcément le jour J un impact. Parce que vous êtes en train de monter une structure industrielle. Mais derrière, la réflexion de notre groupe, c'est faire en sorte qu'on ait suffisamment d'espace, de terrain, de façon à ce qu'on puisse préserver tout ça. Donc qu'on puisse préserver la vie, qu'on puisse préserver la nature. Et ça, pour nous, c'est vraiment important. Et ensuite, il faut que ces sites aient un minimum d'impact en termes d'utilisation d'eau. Quand on produit des solutions injectables, on a besoin d'utiliser beaucoup d'eau. Mais là, en l'occurrence, on essaye de minimiser au maximum notre impact sur l'eau. Et puis derrière, on essaye aussi d'avoir un maximum de rejet de vapeur d'eau plutôt que de CO2. Pour avoir, encore une fois, un impact minimum sur la zoonose, si on l'appelle comme ça. Il y avait une question sur la conscience. Je ne sais pas si vous souhaitez rebondir dessus. C'est terrible parce que j'ai absolument pas compris la question sur la conscience, donc ça tombe sur moi. Donc vous allez, on reprendra. Voilà, c'est la prise de conscience, c'est-à-dire. Enfin, moi, je l'ai entendu pas saisi. Mais attendez. L'éther est rempli de plein de choses. Le vide est plein. Je pense que c'est sur la question de l'invisible. Non, mais... pardon. Je ne l'ai pas, là. Donc, je suis désolée. Il n'y a plus de son. On ne le voit pas. Mon point, pardon, je vais essayer d'être clair et généreux. À mon sens, c'est pas tant à nous de prendre soin du vivant, c'est qu'il y a une intelligence de la nature qui est consciente et qui peut aussi prendre soin de nous dans notre espèce en évolution. Notre espèce en évolution, elle n'est pas en évolution juste parce qu'on allonge notre niveau de vie ou parce qu'on grandit en taille. On est en évolution parce qu'il y a aussi une conscience qui se manifeste à travers nous. Mais peut-être que ce n'est pas le sujet, auquel cas vous avez le droit de répondre à ce que vous voulez, Cynthia. Merci. Merci. Non, parce que c'est un gros sujet. Donc, on peut considérer qu'il y a peut-être un peu de controverse là-dessus, mais non, sur le rewild, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, on a quantité de programmes en France, ailleurs, de réensauvagement de la nature. Donc c'est tout à fait, il y en a un qui est pas loin d'ici d'ailleurs, à la vallée de la Millière, vous pouvez regarder. Bon, c'est très très intéressant et sans doute il faut le faire, le démultiplier, mais c'est vrai qu'il y a ce que dirait sans doute Aurélien, c'est-à-dire qu'il y a tout le travail aujourd'hui si on peut arrêter, d'artificialiser le sauvage qui est vaguement encore existant. Donc c'est cette double combinaison, et Dieu sait si ça, sur les territoires, ce qu'on appelle les hotspots de la biodiversité à l'international, ces territoires, chaque jour, qui sont pourtant régulateurs pour les services écosystémiques de toute la planète, tous les jours, ces territoires, ils sont rognés, attaqués. Donc c'est à la fois une défense politique forte de ces territoires qui sont encore, entre guillemets, relativement importants en termes de biodiversité remarquable, sauvage, etc. Et puis, effectivement, de démultiplier les programmes de rewild. En France, 1% de l'espace reste encore véritablement sauvage par rapport à d'autres pays comme la Suisse ou le Canada qui sont à beaucoup plus. Est-ce qu'il y a des questions par ici? Alors, allez-y, oui. Vous m'entendez? Oui. Alors, je vous prie de m'excuser si ma question peut paraître impertinente. En préambule, vous m'entendez? Oui. En préambule, je ne jette pas la pierre en fait aux industries pharmaceutiques pour avoir un traitement moi à vie sur la thyroïde. Je suis ravie d'avoir cette maladie auto-immune. Merci les perturbateurs endocriniens. Ensuite, ma deuxième chose, c'est un peu pour Monsieur Tichy. Est-ce que vous ne pensez pas, vous dites, alors c'est chouette aussi d'avoir réduit votre pression sur les limites planétaires comme l'eau et autre chose, mais vous dites aussi que votre production, elle est en augmentation. Est-ce que c'est pas un peu à l'image des restaurants du cœur qui continuent d'exister et d'augmenter? Est-ce que c'est pas signe d'un échec, le fait d'augmenter sa production de traitements pharmaceutiques?
On va prendre d'autres questions avant. Je suis désolée parce que c'est un peu ce que... Il y en a une devant et une derrière après. Si ça vous va, on fait comme ça. OK ? Ah, oui. Okay. Bonjour. C'est une question qui est adressée à tout le panel. Et donc, au début, le poète parlait du capitalisme. Et ce serait, à quel point pensez-vous que les entreprises peuvent participer au renversement du système sur lequel elles font leur chou gras ? Parce qu'on a une invitation qui est lourde de sens, à savoir celle du DG français de la multinationale Novo Nordisk. Et c'est le numéro 1 de l'insuline dans le monde. Et l'insuline, c'est très cher outre-Atlantique et il y a des gens qui en meurent parce qu'ils ne peuvent pas se soigner. Et le diabète est quelque chose de très lié aux conditions socio-économiques. Et du coup, est-ce que vous pensez que vous pouvez participer à détruire ce sur quoi vous rentabilisez, notamment parce que vous en profitez directement en tant que DG français de ce groupe ? Deuxième question pour Novo Nordisk. Je prends la dernière. Allez-y. C'était vous, la dame en blanc ? Vous, là. Ouais. Oui, allez-y. Bonjour. Donc, du coup, tout à l'heure, j'ai assisté à une conférence, enfin un débat, mais c'était plutôt une conférence du MEDEF. Et la question, c'était assez binaire, donc innover ou décroître. J'aimerais du coup avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on peut... Ils ont parlé donc d'innovation, de croissance qualitative. Donc, est-ce que véritablement qu'on peut contribuer à préserver le vivant tout en préservant notre économie dans le monde capitaliste? Aussi, j'aimerais une précision, donc plutôt pour Étienne Tichit, parce qu'on a parlé de compensation, enfin on n'a pas parlé de compensation carbone, mais tout à l'heure on en a parlé, et là on a parlé de neutralité carbone. J'aimerais avoir, en fait, la compensation carbone, si c'est pour déforester et détruire la biodiversité, après replanter des arbres dans la monoculture, est-ce que véritablement ça a du sens? Je ne sais pas. Et voilà, du coup ce sera tout. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole, Étienne Tichit. Écoutez, merci pour vos questions. Et elles ne me paraissent pas impertinentes, elles me paraissent complètement logiques. Je vais répondre à la première, déjà, en ce qui concerne, donc, est-ce que c'est le constat d'un échec? On peut le voir comme ça s'il n'y a pas guérison. Je pense que c'est un échec s'il n'y a pas guérison. En revanche, si on voit qu'aujourd'hui, un patient qui peut être atteint du diabète, par exemple, qui a la possibilité d'être plus autonome, de pouvoir vivre une vie, je vais le dire, presque normale, ou en tout cas accompagnée par des traitements et par des modalités qui sont acceptables, malgré le fardeau de la maladie, je pense qu'aujourd'hui, il y a du progrès. Et quand on regarde le progrès réalisé, c'est qu'aujourd'hui, ces patients-là, aujourd'hui, quelque part, on adresse beaucoup plus de besoins, pas simplement le besoin glycémique, mais aussi les problématiques de poids, les problématiques cardiovasculaires. Et donc, dans ce contexte-là, je pense qu'il y a du progrès, et je pense qu'on y contribue. Mais je prendrais aussi la part d'échec, dans le sens où on n'a pas encore trouvé de modalités pratiques pour guérir. Et en tout cas, j'appelle de mes voeux toute la recherche que l'on peut faire aujourd'hui sur des traitements qui seront... alors, je sais que c'est pas un bon terme de les intelligents, mais qui pourraient réagir en fonction de votre taux de glycémie, qui vous permettrait d'avoir des prises beaucoup plus espacées, et de façon à ce que vous soyez, en tant qu'individu atteint d'une maladie chronique, peut-être un peu allégé, au moins sur la partie traitement, parce qu'on sait qu'il y a plein de choses qui sont en jeu au quotidien. Et sur les deux autres questions? Alors, les deux autres questions, il y a celle du capitalisme ou innover ou décroître. Une petite note que je me suis prise sur cette posture. Mais après, voilà, comme ça s'adressait à vous prioritairement, mais après, je laisse tout le monde répondre, évidemment. Hein. Et puis après... Donc oui, donc l'autre question de madame. Donc, en ce qui concerne en l'occurrence, je pense le résumé, c'est les prix de l'insuline et tout ça. Et... je pense qu'il déjà, il y a une première chose, c'est sur la partie... aujourd'hui, les systèmes de santé sont très, très différents. Souvent, on voit qu'une partie des éléments, et si je regarde, par exemple, vous parliez des États-Unis, sur les États-Unis, aujourd'hui,
chaque patient peut avoir accès à de l'insuline à 99 $ grâce au système d'accès qu'on a mis en place. Si un patient est chez Walmart, je ne veux pas faire de publicité, pardon, mais aujourd'hui, un patient peut avoir un traitement à 25 $. Donc, ce qui veut dire qu'on invite et on offre plus d'accès aux patients aussi sur le sol américain. Ce que je voudrais aussi dire, parce qu'on peut évoquer le contexte américain qui est différent du contexte européen, mais je voudrais quand même mettre la lumière sur les pays qui n'arrivent pas parfois à trouver des médicaments et à avoir des infrastructures suffisantes. Et là, depuis 20 ans, on travaille avec la World Diabetes Foundation, qu'on aide au quotidien, et pour lesquels eh bien, on commercialise et on leur met à disposition de l'insuline à 3 $ le flacon, de façon à ce que, aujourd'hui, on a 572 programmes, 119 pays qui sont couverts par ces approches-là, et qui ont pas seulement le traitement à un prix voilà, le plus bas possible, mais surtout, ils ont des solutions d'accompagnement qui sont offertes par la World Diabetes Foundation. Donc il y a des cliniques des yeux, des cliniques pour faire du dépistage, des cliniques du pied qui sont faites dans les différents pays, y compris au Mali. Et ça, pour moi, c'est véritablement important parce que souvent, on a tendance à polariser le monde sur les États-Unis, mais de l'autre côté, on oublie ce qui se passe dans d'autres pays et pour lesquels l'accès au traitement est difficile, mais aussi l'accès à l'éducation. On travaille avec Compass pour pouvoir offrir de l'éducation et de la formation pour les professionnels de santé, pour que dans ces pays-là, il y ait un recours de première ligne. Et je pourrais même vous dire aussi, la World Diabetes Foundation soutient aussi la mise en œuvre de frigidaires, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce type de traitement a besoin d'être réfrigéré. Donc vous voyez, c'est une solution globale qui est proposée, et bien plus que simplement un traitement. Il faut beaucoup plus l'accompagner, madame. Merci beaucoup. Alors, on m'a fait signe qu'on doit vite terminer, donc je voulais vous laisser un mot de conclusion, Aurélien et Cynthia. Bon, moi je vais très vite sur l'autre question, sur nos amis du MEDEF, là, qui opposent décroître et innover. Pas tous, hein. Il y a des gens très sympas au MEDEF. Mais globalement, il faut quand même avoir un niveau d'atrophie de son imaginaire. Merci. Merci beaucoup. Eh oui. Qui est quand même extraordinairement inquiétant. Je prends l'exemple d'une innovation magnifique dont on a hérité depuis quelques mois, la 5e génération de téléphonie mobile. Je prends cet exemple parce que quand quelques-uns ont remis en cause, ont interrogé, ont contesté son intérêt et sa viabilité, Monsieur Roux de Bézieux s'est fendu d'une tribune expliquant qu'il était très inquiet que certains de nos concitoyens renoncent, disait-il, au progrès. Pardon, mais cette technologie 5G, elle induit une multiplication par 4 de la consommation, elle induit des conséquences dramatiques du point de vue de la pollution et de la production avec 1 milliard de nouveaux terminaux mobiles, elle induit des conséquences dramatiques du point de vue de l'addiction et de la fracture numérique. Pour quel gain ? Absolument aucun. Vous pouvez maintenant tweeter en haute résolution depuis le fin fond du Sahara. La balance bénéfice-risque est absolument minable. Si c'était un médicament, jamais il n'aurait l'autorisation de mise sur le marché. Les effets délétères sont extraordinairement plus grands que les quelques avantages. Et donc ces gens sont envoûtés à leurs propres croyances. Je suis désolé, mais arrêtez de se droguer. Ce n'est pas décroître, c'est revivre. Je crois qu'il y a là une forme d'addiction à des schèmes numériques qui sont tellement débiles que le fait même d'y voir globalement une croissance relève d'une vision délétère de ce que peut être la croissance. Tout ce qui compte peut croître, doit croître. Mais si vraiment on doit se passer de la 6G et que cela nous émeut au-delà des mots, alors effectivement, tout est perdu. Oui, pour juste un mot effectivement de conclusion, mais qui va sensiblement dans le même sens que ce qui vient d'être dit, sur la question des entreprises. On ne fera rien sans les entreprises.
Donc, en fait, c'est le rapport de force qu'on va pouvoir établir et qu'on établit, hein, et qui est multiple. Alors, il s'est joué à plusieurs niveaux, là encore. Aujourd'hui, c'est sans doute les nouvelles générations qui ont été éduquées différemment et qui ne veulent plus fonctionner de la même façon, qui, en entrant dans les entreprises, de toute façon, contraignent les entreprises par des nouveaux usages, d'autres types d'impact, etc. De l'autre côté, on a essayé, avec, c'est vrai, beaucoup de washing, entre guillemets, sur les questions d'entreprise à mission, sur les questions de raison d'être, etc. De l'autre côté, on fait du name and shame. C'est-à-dire que ce qui ne peut pas être récupéré par la norme et la construction de la norme, ou par l'axiologie, c'est-à-dire le renversement des valeurs, on va l'obtenir à coup de lanceur d'alerte et en faisant que du name and shame, en tuant la réputation d'une entreprise. C'est peut-être ce qui va se jouer avec Twitter et Elon Musk. Aujourd'hui, il a fort à perdre dans cette histoire parce que, de fait, il peut être désavoué à ce point-là que tout d'un coup, les actions de l'entreprise dégringolent et ça chute, etc., etc. Donc, on voit que c'est toutes ces combinaisons-là qui vont faire que les entreprises qui aujourd'hui défendent le profit comme unique, en gros, hein, de manière schématique, demain, elles vont être contraintes à se réinsérer dans le jeu du contrat social, c'est-à-dire indivisibilité des principes, pas simplement le profit, mais la question, effectivement, de le One Health en règle générale et donc des nouveaux indicateurs. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous également. Prenez soin de vous et prenons soin des vivants. Bonne fin de journée.